accrochez-vous, puisque je vais essayer de mettre en évidence devant vous la fraude totale de ce Great Reset et par la même occasion de tout ce qu'on appelle la transition verte. Et je pense que ça va... Bon, on peut en parler comme si c'était, disons, quelque chose de sympathique, hein, parce que le vert, c'est une belle couleur. Mais vous allez voir que ce qu'il y a derrière, c'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Et quand on va gratter un petit peu, on se rend compte que ce qui va être créé, c'est plutôt une pénurie énergétique mondiale. Et c'est ce qu'ils veulent parce qu'il y a des gens, enfin, en termes géopolitiques, on a les pays en développement qui sont en train de vouloir se développer. Donc, ils mettent une pression, on va dire, politique sur les pays occidentaux pour dire laissez-nous enfin, voilà, notre droit à créer de la richesse, à créer des conditions meilleures pour nos citoyens. Et face à cette pression-là, on a le Great Reset qui est justement là pour empêcher cette on va dire, renaissance des pays pauvres et des pays encore non développés. Je pense que si on le voit de ce point de vue-là, on peut comprendre beaucoup mieux ce que c'est que le Great Reset. C'est vraiment une entreprise géopolitique. Après, c'est aussi quelque chose qui va contre les pays déjà industrialisés pour leur faire accepter l'austérité. Et rien de mieux que le vert pour nous faire accepter ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, eh bien, il faut le prouver. Et c'est un peu le but de mon intervention, c'est de vous prouver que ce que je raconte n'est pas n'importe quoi. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer. Donc, ça, faut vous accrocher, il y a pas mal de notions qui vont être abordées, mais je pense que, voilà, avec beaucoup d'explications bien senties, vous allez comprendre pas mal des enjeux qui se jouent. Pourquoi je parle de... Alors déjà, une première notion, je dirais, c'est que dans l'histoire humaine, là j'ai mis la frise du temps avec c'est une vidéo que j'avais faite qui s'appelait La croissance infinie sur la chaîne YouTube de SCP, vous pouvez la retrouver. Ça montre au cours du temps comment est-ce que l'humanité crée des plateformes économiques, des plateformes physiques de développement pour pouvoir à la fois grandir, se développer et avoir un meilleur niveau de vie pour plus de gens. Et à chaque plateforme correspond finalement à disons une source énergétique. On peut voir voilà, le feu de bois, ensuite c'est plutôt le vent, l'eau, le charbon, jusqu'au pétrole, au nucléaire. Et on a actuellement un retour au renouvelable qui, si vous voyez le code couleur, est à peu près la même chose il y a 2000 ans, donc, ou 1000 ans, pardon. Donc c'est quelque chose qui est un peu préoccupant. On se demande si finalement ces renouvelables vont pas être un, disons, une plateforme du passé qui va empêcher les pays de se développer. Ça va être un peu le cœur de mon propos. Alors, ce qui va servir finalement les gens du Great Reset à imposer finalement la pauvreté énergétique au reste du monde, ça va être la question du climat. Donc on sait que euh, selon les thèses, on va dire, en vigueur, pour empêcher les 2 degrés de réchauffement, on doit laisser le plus possible de combustibles fossiles dans le sol. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avec les accords de Paris là-dessus, mais là, voilà, on a des études, par exemple, dans Nature, dans l'université de, alors je ne sais plus c'est quoi déjà, UCL, bon bref, vous avez, c'est London, pardon, voilà, c'est à London. Vous avez des gens qui réfléchissent à combien exactement il faut laisser dans le sol et surtout qui va devoir les laisser dans le sol. Euh, donc vous voyez par exemple que pour le charbon, donc c'est le coal, en orange, vous voyez que 82% du charbon doit être laissé dans le sol, selon cette étude. Et quand on regarde un peu qui doit le laisser dans le sol, les États-Unis, 92% de leurs réserves, bon, c'est normal, ils sont plus ou moins développés, ils pourraient passer à autre chose. Mais après, vous avez l'Afrique, bon, l'Australie, la Chine et l'Inde.
et les ex-républiques soviétiques. Donc, ils n'ont d'ailleurs pas compris encore qu'on est passé à la Russie et au... Bon, bref, ils n'ont pas les bons codes. Mais en tout cas, on voit quand même que pas mal on va dire de régions pas encore développées sont pris pour cible en disant, voilà, vous ne devez plus utiliser votre charbon. Voilà, c'est 80-90% qu'on ne doit pas exploiter. Alors, c'est quand même bizarre comme ça de s'attaquer à des pays qui, pour la plupart, n'ont que ça pour pouvoir avoir de l'énergie. Pour le gaz, voilà, c'est que 49%, mais voilà, pareil, on se rend compte que c'est surtout l'Afrique qui doit faire des efforts, pas trop les États-Unis, hein, surtout l'Afrique, la Chine et l'Inde, et donc la Russie, et puis les autres, et le Moyen-Orient. Pour le pétrole en bleu, donc là, c'est pareil, on a pas mal la Chine et l'Inde, l'Afrique, voilà, qui doivent faire des efforts et surtout ne pas développer ce qu'il y a en Arctique, parce que en général, c'est plutôt la Russie qui est proche de ces ressources-là. Donc, on voit quand même se pointer un peu des choses un peu géopolitiques. Et d'ailleurs, si on regarde l'autre étude de 2020, donc celle d'en dessous, il parle de redistribution équitable du carbone qu'on ne peut pas brûler. Donc, effectivement, parce que face à ça, on se dit, bon, il y a quand même des pays qui devraient être prioritaires sur le fait d'utiliser encore des ressources carbonées. Donc, ils disent, oui, c'est vrai, donc on va faire ça, mais par contre, il faut se dire que les prix des ressources carbonées dans le futur vont être plus élevés parce que les mécanismes du marché, avec les prix carbone, etc., vont être beaucoup plus chers. Donc, ils leur disent, oui, on peut vous aider, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, on voit qu'il y a une volonté avec le Great Reset et tout ça d'établir un marché dans lequel les ressources fossiles sont de toute façon économiques. D'accord ? Elles sont très bonnes en général pour avoir de l'énergie, mais pas économiquement. Elles seront rendues plus chères. Donc, c'est vraiment ça l'idée du Great Reset, c'est d'amener voilà, un surenchérissement des énergies fossiles. Et donc, pour ceux qui en dépendent, ça va être très dur. Surtout, bah, voilà, on voit un peu les chiffres concrets de combien on dépense en énergie chaque année pour faire vivre les gens. On voit que c'est quand même voilà, 90% des énergies fossiles. Hein, on voit les énergies renouvelables solaires, éoliennes, c'est pas grand-chose. Même le nucléaire, d'ailleurs, hein, c'est pas grand-chose. Donc, on voit que s'en débarrasser, c'est pas non plus une petite affaire. Si on regarde l'évolution en fait par région, on voit que c'est quand même surtout l'Asie-Pacifique qui crée la plus grande dynamique de consommation, avec la Chine évidemment qui est moteur fondamental là-dedans. Donc, dire qu'on doit décarboner, c'est quand même une attaque assez claire sur tous ces pays-là qui essayent de s'en sortir. Si on regarde par exemple des chiffres du mix énergétique de certains de ces pays, on voit que ce n'est même pas seulement le charbon, hein, c'est aussi juste la biomasse qu'on appelle la biomasse d'habitude, mais c'est en fait le bois de chauffage qui donne beaucoup de particules très toxiques, etc., et qui crée un taux de mortalité énorme. Donc on voit que dans certains pays, on a l'exemple du Ghana, où c'est le bois de chauffage et le charbon qui sont les principaux vecteurs énergétiques. Donc voilà, une transition, d'accord, mais il faut prendre aussi en compte les réalités du terrain. Et c'est ça qui est important. Si on regarde les projections à long terme, on voit que même là, c'est comment on appelle ça, l'administration de l'information sur l'énergie aux États-Unis, qui montre quand même que même en 2050, même si on met à fond, disons, des moyens dans les renouvelables, ils n'auront que 28% de la consommation énergétique globale. C'est pas grand-chose, et surtout dans les 28%, on a pas mal d'hydroélectricité, donc qui est, on va dire, la plus honorable des sources renouvelables, même si elle crée d'autres problèmes aussi. Mais bon, elle a une bonne image. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que on voit quand même que l'idée de passer à 100% de renouvelables, elle n'est pas immédiatement évidente.
Et en fait, pourquoi c'est normal de penser que c'est pas évident? C'est parce que bah, ils sont pas aussi beaux que ça, voilà, les renouvelables, parce que physiquement parlant, on a des critères pour juger pour juger de la pertinence d'une énergie. Donc là, j'en ai pris trois, qui sont ce que aussi Jacques avait dit dans son introduction. Mais voilà, on a par exemple le taux de retour énergétique, c'est combien d'énergie on récupère après avoir dépensé l'énergie pour fabriquer disons le réacteur, enfin en tout cas la source d'énergie. La densité de puissance, c'est-à-dire en watts par mètre carré, combien on génère par mètre carré disons, installé, et la quantité de matière utilisée dans le dispositif par térawattheure produit. Donc, térawattheure, c'est l'énergie, ça peut être électrique notamment, mais c'est aussi, ça peut être, enfin, c'est surtout électrique, mais bon, bref. Donc, c'est la quantité de matière incorporée dans le dispositif qui crée l'énergie et rapportée à ce qu'il produit comme énergie. Donc, ça, c'est des critères qu'on peut regarder. Ça, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récentes sur le Great Reset, c'est le taux de retour énergétique. Ça a été donc une étude d'une équipe allemande en 2013. Ils ont pris le cas allemand, qui est quand même un cas assez typique hein, dans le monde et en Europe, et où ils ont montré que donc c'est les barres en bleu notamment d'abord, c'est que le taux de retour énergétique était de toute façon déjà pour la plupart des renouvelables inférieur à celui du charbon, à de l'hydraulique et au nucléaire. Mais qu'il y en avait certains qui étaient encore au-dessus du seuil de viabilité économique, c'est-à-dire que certes, on avait plus d'énergie qu'on en dépensait, donc c'est quand même pas mal, on n'est pas en négatif, mais c'est juste que il faut quand même qu'il y ait des surplus qui soient relativement suffisants pour que l'économie qui se fait tout autour de cette énergie soit viable. Parce qu'on ne va pas passer notre vie à faire de l'énergie, en fait, pour pouvoir faire de l'énergie. Voilà. Il y a un moment, il y a d'autres choses dans la vie. Donc, il faut qu'il y ait un surplus par rapport à ce qui est, on va dire, le quotidien, en fait, faire vivre le quotidien. Donc, c'est ça que mesure en fait le taux de retour énergétique. Et alors, dans cette étude, il montre que si on commence à mettre du stockage, en fait, c'est-à-dire qu'on veut que l'énergie, elle soit pas intermittente, mais qu'elle soit quelque chose de stable. Et bien là, en fait, ça diminue totalement en fait le taux de retour énergétique parce qu'il faut mettre tout un tas de dispositifs, des batteries, des steps, ce que vous voulez, et on se retrouve en dessous du seuil de viabilité économique. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on a une viabilité économique physique. Là, encore une fois, c'est du taux de retour énergétique. Hein, donc c'est physique, c'est pas juste de l'argent là, c'est physique. On est en dessous de ce qui est nécessaire pour faire vivre une société. Donc ça, c'est de la décroissance obligatoire finalement. Donc voilà déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la densité de puissance. On sait que dans chaque type d'énergie, il n'y a pas la même densité d'énergie. Voilà. Dans le bois, le charbon, le pétrole, l'uranium, on a de plus en plus, disons, une densification de cette énergie. Ce que ça veut dire pour les énergies renouvelables, c'est que pour une centrale nucléaire, il faut 200 éoliennes, voire peut-être plus, et 1500 hectares de panneaux solaires. C'est-à-dire pour ceux qui défendent le marais de Notre-Dame-des-Landes, bon, bah, sachez que si vous êtes pour les panneaux solaires, c'est un peu contradictoire. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, les matériaux incorporés pour produire les dispositifs qui vont créer de l'énergie. Donc là, vous avez par exemple une étude du département de l'énergie américain de 2015. Donc vous avez à gauche, par exemple, donc c'est le solaire photovoltaïque. Vous voyez qu'en vert, c'est l'acier, en orange, le ciment, en bleu, le béton, en bleu foncé, c'est le verre, et d'autres ressources en violet. Donc ça, c'est les tonnes de matériaux requis pour produire 1 TWh. Donc, c'est-à-dire 1000 milliards de wattheures. Donc vous voyez déjà qu'il faut beaucoup de matériaux pour produire 1 TWh avec du solaire.
Pour l'hydro et l'éolien, c'est un peu moins, mais c'est quand même assez énorme. Et le nucléaire a disons un ratio de tonnes de matériaux par térawattheure produit qui est très faible. Donc on voit que c'est un principe de moindre action, un principe d'économie finalement physique le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables intermittentes. Ça, c'est les matériaux, on va dire, voilà, acier, béton, verre, voilà, c'est tout les matériaux un peu basiques. Mais après, si vous prenez même les matières incorporées, voilà, qui sont très diffuses, là, c'est un petit peu moins clair parce que ce que vous voyez en violet, par exemple, c'est le nucléaire. Ce que vous voyez en bleu clair, c'est l'éolien. Et ce que vous voyez en rose, c'est le solaire photovoltaïque. Donc, le solaire photovoltaïque aussi est très demandeur en plein d'autres petites matières. Le nucléaire aussi, il faut le savoir, mais beaucoup moins. Et il est à égalité avec l'éolien sur ça. Voilà. Donc, au moins, on peut avoir des critères, savoir physiquement qu'est-ce qui est vraiment demandeur en mine. Et si on veut faire une transition énergétique avec des renouvelables, bah, il faut se demander combien de mines on va devoir ouvrir pour pouvoir fournir tous les matériaux. C'est aussi à ça qu'il faut il faut se poser la question. Donc voilà, malgré ça, on entend souvent et on voit beaucoup d'études récemment qui disent oui, mais les renouvelables coûtent de moins en moins cher. Alors quand on dit coûte de moins en moins cher, c'est en dollars. Hein. Et c'est ce qu'on a inventé, cette idée du coût actualisé de l'énergie. LCOE en anglais, Levelized Cost of Energy. Donc ça, c'est quoi? C'est le coût en dollars de la génération d'énergie quand on prend en compte tout le cycle de vie, de l'extraction de la ressource jusqu'au démantèlement de l'équipement énergétique. Donc c'est vraiment, on prend tout le cycle de vie. Et ça, au moins il y a une honnêteté là-dedans, c'est de prendre tout le cycle de vie, ce qui jusqu'à présent, des fois, n'était pas évident. Donc là, on voit en dollars. Alors il y a un site, le site de l'Agence de l'énergie internationale, l'Agence internationale de l'énergie, pardon, qui vient de publier d'ailleurs un calculateur. Donc, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez là-dessus pour savoir quelles sont toutes les technologies, quel est leur LCOE, leur coût actualisé sur le cycle de vie. Donc, ce que vous pouvez voir, par exemple, alors, je vais voir si vous voyez ma souris. Donc, ici, vous avez le nucléaire, le gaz, le charbon. Vous avez ici le nucléaire, mais quand vous faites seulement de la... comment dire vous faites en sorte qu'il y ait plus d'années de prolongation voilà, pardon, de l'activité. Ça, c'est en prolongeant l'activité. Donc, c'est pas cher quand on prolonge l'activité. C'est plus cher quand on crée un nouveau réacteur de nos jours. Ça, c'est l'éolien terrestre. Donc, c'est à peu près au même niveau que le nucléaire finalement. Mais il y a une grande marge en fonction des endroits. Ça, c'est offshore, donc voilà. Vous avez le solaire photovoltaïque, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment voir tous les types de technologies, quel est leur coût actualisé en dollars, je précise. Et il y a des disparités par région, par pays même, voilà. Donc, vous avez en Chine, c'est pas pareil qu'en Europe, ou aux États-Unis, en Inde ou au Japon. Voilà, c'est parce qu'évidemment, les énergies renouvelables n'ont pas les mêmes caractéristiques selon que le soleil est meilleur à un endroit ou le vent, etc. Donc, voilà comment on peut calculer un petit peu les coûts relatifs de chacune. Donc, si on regarde ce tableau, on se dit, bon, finalement, les renouvelables, c'est pas si cher, ça a l'air, on peut substituer finalement tout le reste par des renouvelables. Alors, il y a un problème là-dedans, c'est que, notamment, bon, les renouvelables, déjà, c'est souvent de l'électricité qu'on produit. Et l'électricité, c'est 25% de la consommation d'énergie. Donc le reste, c'est de la chaleur pour la chimie, pour le déplacement, etc. Donc déjà, on n'est pas dans les mêmes, disons, dans les mêmes enjeux. Et si vous voyez par exemple cette courbe, c'est la production, enfin la puissance développée par l'éolien en Europe. Vous avez le schéma donc, qui est Wind Europe, c'est le lobby éolien en Europe. Ils ont publié ça en 2018. Donc, la capacité installée, c'est 180 à peu près gigawatts.
Mais par contre, ce que ça produit réellement, c'est en bleu en dessous là. C'est-à-dire que vous n'avez jamais la puissance maximale qui est développée. Et c'est même très en dessous de ce que ça pourrait normalement développer. Donc vous voyez, et puis en plus c'est intermittent, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les maximums en hiver plutôt, les minimums en été, etc. Donc ça, comment est-ce qu'on peut se baser sur un truc pareil? Alors vous voyez qu'en 2019, ils ont été un peu plus timides et ils ont enlevé la barre de la capacité installée. Parce que ça faisait trop, vraiment, voilà, c'était un peu trop la honte. Donc ils ont enlevé cette barre, ils ont mis seulement la courbe de production. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que l'éolien, par exemple, il n'est pas tout le temps en train de produire. Donc ce problème-là d'une énergie qui n'est pas tout le temps disponible et qui n'est pas à son potentiel maximum, eh ben, ça n'est pas inclus dans le LCOE. Ça n'est pas inclus dans le coût en dollars de ces énergies intermittentes. Donc, il y a un problème de pouvoir valoriser finalement l'inverse, qui est une énergie disponible 24 heures sur 24, robuste et stable. Et ça, c'est la notion, donc il faut aller au-delà du LCOE, il faut aller dans la notion de système LCOE, c'est-à-dire qu'on analyse vraiment le système, l'intégration de cette technologie dans le système énergétique. L'Agence internationale de l'énergie a une autre un système, c'est le Value Adjusted LCE, donc l'ajustement de la valeur, mais c'est à peu près la même chose que je vais présenter là. Ça a été donc une étude de M. Huckert, Falco Huckert, que j'ai d'ailleurs contacté avant cette présentation, donc il m'a expliqué pas mal son concept. Donc l'idée, c'est que vous avez une base du LCOE à laquelle vous allez rajouter en fait les coûts d'intégration de la technologie dans le réseau énergétique de votre territoire. Pourquoi c'est plus cher? Parce que vous avez ce qu'on appelle le grid cost en jaune, c'est-à-dire le coût du réseau, parce que forcément, il va falloir l'adapter à votre réseau, votre dispositif intermittent. Il y a le coût du balancing, donc c'est-à-dire de l'équilibrage du réseau, parce que il va y avoir des chutes de fréquence, etc. Et il faut toujours avoir la fréquence qui reste toujours la même. Vous avez le coût du profil, c'est-à-dire le profil, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus là, c'est ça. Ça, c'est un profil de production. Et c'est ça le principal coût en fait qu'il faudrait rajouter dans le LCE, c'est pour maintenir en fait, le coût de la variation de ce profil. Donc voilà, si on regarde ça, déjà on voit que le prix il est un petit peu plus, il est un peu plus fort que ce qui est dit dans les rubriques qu'on a vues au-dessus. Et il y a aussi donc en bas, vous avez vu la part d'éolien qui serait dans le réseau électrique, par exemple, là c'est pour l'éolien. Plus il y a d'éolien et plus en fait ces coûts d'intégration augmentent. D'accord. Donc l'idée qu'on va arriver à 100% d'éolien, bah, c'est pas si évident avec ce type de méthode. Qu'est-ce qu'il y a dans le coût du profil? C'est détaillé ensuite. Vous avez le coût de la surproduction, c'est-à-dire que comme ça produit un peu n'importe comment, il y a des fois où ça produit, on n'en a pas besoin. Et du coup, ça va se perdre je ne sais pas où. Ou alors, c'est un coût où on est obligé de payer les gens pour qu'ils prennent votre électricité. Donc ça, c'est le premier coût et ça augmente très, très, très fort quand vous avez 5% ou plus d'éolien dans votre réseau. Ensuite, vous avez le coût du backup, c'est-à-dire tout ce qui est le stockage. Donc là, ça crée quand même une petite couche de prix en plus, parce qu'il faut faire les batteries ou alors les barrages, on va dire, où on pompe de l'eau pour ensuite la rebalancer dans une turbine. Et vous avez ce qu'on appelle le FLH Reduction Cost, c'est le Full Load Hour, c'est les heures de pleine puissance qui, des systèmes en fait non intermittents qu'on doit mettre en place pour pallier à l'intermittence. Donc, par exemple, une
une centrale à gaz, par exemple, ou à charbon, eh ben, normalement, elle produit, enfin, on va dire, elle produit normalement, sauf qu'il y a des fois, elle ne doit plus produire parce qu'il y a du renouvelable qui vient sur le réseau. Et donc, elle est obligée d'osciller dans sa production. Et ça a un coût. Et vous voyez qu'il n'est pas négligeable quand, quand disons la proportion d'éolien dans le réseau est forte. Pareil pour le solaire en bas à droite, vous voyez que vous avez le même type de profil qui se fait. Donc voilà, déjà, si vous avez ça en tête, vous vous rendez compte que quand on vous dit les renouvelables, c'est moins cher maintenant, c'est qu'on n'est pas en train de prendre en compte le système dans son ensemble. Et ça, c'est grave. Et ça veut dire qu'il y a une fraude derrière où on essaie de vous faire manger quelque chose qui est vraiment du poison. Alors, ce que m'a dit M. Huckert quand je l'ai contacté, il m'a dit oui, mais le nucléaire aussi a des coûts d'intégration. Et je lui ai dit d'accord, alors combien? Il dit bah, finalement, pas tant que ça. Voilà, donc en fait, même s'il voulait que je ne sois pas trop pro-nucléaire, bah, il était quand même en train de me dire que finalement, comparé aux renouvelables, certes, il y avait des coûts d'intégration pour le nucléaire, mais ils étaient vraiment négligeables par rapport à ceux du renouvelable. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a toute une pression pour nous faire accepter les renouvelables qui est en fait suspecte. Et je pense que pas mal de pays qui même, vous prenez la Chine ou l'Inde, vous avez pas mal d'investissements qui sont faits dans les renouvelables, mais vous voyez qu'ils ne font pas l'erreur comme les Allemands de mettre tous leurs œufs dans ce panier-là. C'est qu'en parallèle, ils ont un programme nucléaire, ils ont un programme scientifique à marche forcée qui est très intéressant, enfin, surtout la Chine, je pense. Mais voilà, ils jouent le jeu finalement de l'oligarchie mondiale, mais ils vont pas le jouer jusqu'au bout. Et ça fait vraiment flipper l'oligarchie occidentale notamment, qui veut imposer ce Great Reset pour ça, pour les mettre à genoux finalement. Et voilà, on me dit aussi souvent que, alors c'est mon dernier slide, on me dit, voilà, c'est pas les renouvelables d'aujourd'hui qui vont nous sauver, mais c'est ceux de demain. Hein, c'est ceux qui coûteront encore moins cher demain. Et ça, c'est évidemment du sophisme, puisque bah, les choses de demain, dans ces cas-là, on peut parler du nucléaire du futur aussi, hein, qui, lui, ne met pas tout sur, par exemple, l'électricité, mais qui met aussi sur la chaleur, puisqu'il y a surtout de la chaleur qui est produite dans beaucoup de processus industriels et qui sont nécessaires. Donc, l'idée d'avoir aussi quelque chose qui produit de la chaleur et qu'on peut utiliser industriellement, j'ai mis un exemple à droite de tous les processus industriels qui nécessitent voilà, des températures. On a 400, 500, 700, 900 degrés, 1000 degrés. Ça, on peut les atteindre avec des réacteurs de quatrième génération nucléaires. Donc, à ce moment-là, on va exploser en fait les renouvelables. Et les renouvelables, ils ne pourront pas aller jusque-là. Ils seront totalement relégués au 36e dessous. Donc, c'est vraiment un débat qui doit revenir un peu sur Terre et qu'on voit un peu les contraintes physiques réelles qu'il y a sur ces énergies et arrêter de faire non pas du greenwashing, mais du green genocide, c'est-à-dire du génocide vert, parce que les conséquences pour beaucoup de gens sur la planète, c'est la mort si on les laisse en fait aller vers des renouvelables inefficaces. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. C'était un peu lourd, mais je pense que c'est nécessaire pour voilà, pour se mettre les idées en place. Je répondrai à vos questions ensuite dans la suite de l'émission.